moi, je suis mort. Je cours vers lui, je le vois en train de saigner. Le sang sortait trop au niveau du cou. On l'a poignardé. Conduit rapidement aux urgences de l'hôpital régional. La vie de Kwetu Gea, Célestine, surveillant général, est hors du danger. Une enquête est ouverte. Acte similaire, le retour au calme est observé ce mardi au lycée de Jalingo dans le Nord. L'établissement a pourtant connu hier un mouvement d'humeur plus que violent des élèves. C'était au cours de la cérémonie de levée des couleurs. La voiture du proviseur a été incendiée par ces lycéens en colère qui accusent le responsable de la mort d'un censeur dimanche dernier. Monique Naoussifosso et Aïssatou Bouba nous en parlent. Lundi, comme il est de tradition, la cérémonie de levée des couleurs est observée au lycée de Jalingo à Garoua dans la région du Nord Cameroun. Le proviseur de cet établissement, situé à une vingtaine de mètres du centre de la ville, annonce le décès d'Arthur Adjon, censeur numéro 1. Les choses prennent une tournure inattendue. Donc il a occasionné la mort. On le soupçonne comme celui qui a tué le censeur. Et c'est ainsi que les élèves se sont rabattus sur sa voiture, ils ont cassé, ils ont demandé à ce qu'il sorte, que c'est sa tête aussi qu'ils veulent en échange de celui de leur censeur. Les forces de l'ordre qui étaient dans la localité sont venues, mais là c'était impossible de neutraliser les élèves qui étaient un peu en divagation. À notre passage ici au lycée de Jalingo, 24 heures après ces mouvements d'humeur, les cours sont selon toute vraisemblance en arrêt, quoique quelques-uns des élèves rencontrés disent avoir repris timidement les cours ce matin. Les cours c'était pas quand même trop habituel. On constatait les professeurs qui étaient abattus, les élèves de même aussi étaient abattus. Madame le sous-préfet qui est venu, il a stabilisé les élèves et il nous a conseillé que l'école doit continuer, on doit continuer de faire le cours. On doit oublier ce qui s'est passé, c'est regrettable. Ils étaient déçus de notre comportement vis-à-vis de notre proviseur. Ce que les infrastructures sont détruites. Le véhicule du proviseur brûlé, le bloc administratif saccagé. Ce cliché traduit la rage qui a traversé les élèves. Il faut dire que cet incident intervient un an après celui du lycée de Galbidjié dans la même région où des événements similaires ont été vécus avec désolation. Autre lieu, autre acte de colère. La situation a vite dérapé à Djombe Penja ce mardi matin lors d'un mouvement d'humeur des employés de la PHP. Le bataillon d'intervention rapide a dû intervenir justement pour éviter les débordements. Une partie du personnel s'est insurgée contre les licenciements abusifs. Les précisions de Lil Piedjou et Luciano Djakou dans cet élément. Plus de 400 agents de sécurité de la PHP aux abois ce mardi dans les rues de Djombe. Dans le département du Mungo, région du littoral. Ils dénoncent un licenciement abusif des patrons de la société des plantations du Haut-Penja. Nous travaillons depuis plus de 20 ans. Il y a les papas parmi nous, ce sont eux qui ont créé la plantation-ci. Ayant travaillé 34 ans de service, aujourd'hui la PHP décide de le mettre en leur donnant une somme de 1 million. C'est pour qu'ils aillent où? Entre bousculades, injures, routes barricadées, ces derniers ont utilisé tous les moyens pour se faire entendre après la décision de la PHP de se séparer de la plupart de ses gardiens pour désormais signer un contrat avec une entreprise de gardiennage. Une pilule amère, difficile à avaler par ses employés qui relèvent des incongruités dans le paiement de leurs droits. On dit que les heures de service d'emploi partent de 8h à 16h pour avoir 8 heures de temps. Mais la PHP vous emploie vous utilisez de 5 heures quand vous quittez de chez nous. Parce que vous rentrez à 21 heures. Et vous payez les mêmes 8 heures de temps, 100 heures supplémentaires. Tous les jours, vous avez un seul jour de repos. Devant cette marée humaine, le sous-préfet joue le médiateur avant la réunion prévue avec l'administration de la PHP. Au sortir de ces échanges, le directeur des ressources humaines revient sur la décision de licencier le personnel, leur demande de surseoir à cette grève et de reprendre le service. Dès que je n'ai pas là, tant qu'il n'est pas là, il ne peut pas parler. Donc moi, je vous exhorte simplement de tenir compte de la note qui nous a été donnée. Nouvelle plutôt mal accueillie par ces grévistes qui exigent sans plus ni moins le paiement de leurs droits en fonction des années passées au sein de cette entreprise. Quand nous quittions les lieux, l'atmosphère était tendue. Les employés exigent 500 000 francs CFA par an.
À votre suite, l'île Piédjou, nous parlons d'autres employés en colère ou plutôt ex-employés. Ceux de Jumia, Cameroun, nous vous l'annoncions hier justement sur ces antennes. L'entreprise a fermé ses portes pour des raisons présentées dans cet élément que nous propose Junior Ossin. Contacté par nos soins ce matin, la direction de communication de Jumia Cameroun confirme la cessation de ses activités sur le territoire. Dans un message WhatsApp reçu de la direction de communication, on peut lire « Un examen approfondi nous a amené à la conclusion que notre portail tel qu'il est opéré aujourd'hui n'est pas adapté au contexte actuel du Cameroun. Nous avons ainsi pris la décision difficile de suspendre nos activités d'e-commerce au Cameroun à compter du 18 novembre 2019. Pour bon nombre d'employés de la filiale camerounaise du commerce en ligne, le choc est encore présent. Ça fait toujours mal de savoir que du jour au lendemain, voilà, tu cesses une activité professionnelle rentable, source de revenus. Mais que s'est-il réellement passé pour que Jumia quitte le Cameroun? Contrairement à l'environnement du commerce numérique mis en cause dans le message reçu, certains proches collaborateurs pointent du doigt d'autres facteurs. Il se pourrait que ce soit dû à l'entrée en bourse de Jumia. Là, tout le monde sait, l'entrée en bourse, c'était en avril ou en mai 2019, je ne me rappelle plus. Oui, en avril 2019. Oui, du coup, je pense qu'il y a des investisseurs qui sont retirés du fait qu'il n'y a pas rentabilité. Rendu au siège de l'entreprise, au quartier Terminus à Douala, l'atmosphère est morose et visiblement à l'heure des regrets chez certains vendeurs et clients chez Jumia. On était déjà habitué avec cette façon de vendre. Oui, la vente en ligne, ça avantageait les gens. Ça me facilitait aussi les achats. Et je suis très gêné aujourd'hui quand j'apprends que Jumia est en train de partir. Côté administration, on affirme en offre une mise en veille de l'entreprise en promettant plus d'informations dans les prochaines 48 heures à venir. En attendant, ce sont environ 200 emplois directs, plus de 2000 emplois indirects qui deviennent désormais incertains face à ces situations. Un mot en politique à présent, nous l'annoncions ce lundi, certaines voix s'opposent sur l'opportunité et le timing de la caravane de paix initiée par le Premier ministre en direction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des controverses qui, pour certains, comme le sénateur SDF Henry Mende, se manifestent par un refus de participer à ce mouvement. Extrait capté ce soir par Prince Joël Mokage et sélectionné par Patrick Christian d'abord. Je veux remercier le Premier ministre pour m'avoir nommé à cette commission. Premièrement, je n'ai pas participé à cette grand dialogue national parce que je n'étais pas invité. Même si on m'avait invité, je ne devais pas y participer parce que je crois qu'on a demandé au Parlement, nous les militants ou nous les députés et sénateurs de Social Democratic Front ont demandé que vraiment on peut en parler, on peut parler de cette crise anglophone au Parlement, au niveau du Sénat ou au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Parlement en Congrès, pour que vraiment on peut donner notre avis au chef d'État de ce que nous pensons, comment il peut résoudre ces problèmes. On nous a refusé cette opportunité. La Constitution est claire, on pouvait nous consulter en Congrès pour donner notre opinion légale. Pas dans un dialogue national qui n'a pas été prévu par la Constitution. Le chef d'État peut, après avoir consulté la population, jeter ce que nous on a arrivé là comme résolution dans la poubelle. Personne ne peut le demander. Et deuxièmement, ce qui est dans cette statut spéciale n'est pas même connu par nous-mêmes qu'on nous a demandé d'aller faire la campagne pour que la population peut quand même retourner dans la paix. Ils vont nous prendre comme les voyous parce que on n'est pas même convaincu de ce qui est le contenu de cette statut spécial. C'est pour ces deux raisons que je dis que non, je ne suis pas partie de cette campagne. Nous restons en politique pour ouvrir à présent notre page spéciale consacrée aux législatives et municipales 2020.
Le RDPC est entré en préparation dans le Dja et Lobo. Le ministre Louis-Paul Motazé, délégué permanent du comité central du parti dans la zone, est descendu sur le terrain pour galvaniser les militants et surtout leur expliquer le processus électoral. Ce récit de Vanessa Mulakamdem nous apporte plus de détails. La paix, l'unité nationale, etc. C'est parce que nous tous, nous savons que ces valeurs cardinales ont été mises à mal ces derniers temps. Je le savais. Le RDPC prépare ses militants du Dja et Lobo pour les élections législatives et municipales à venir. Le meeting présidé par Louis-Paul Motazé rappelle aux uns et aux autres les enjeux et les conditions d'éligibilité. Les candidatures des minorités, des jeunes et des femmes sont les plus attendues. Le parti veut aller aux élections unies. Le parti veut affronter l'opposition unie. C'est pour ça que l'idéal serait que dans la constitution des listes, on aboutisse à des listes consensuelles. Maintenant, s'il n'y a pas de liste consensuelle, il y a des mécanismes. Et les mécanismes, c'est essentiellement le vote. Parce que nous ne souhaiterions pas qu'il nous soit fait le reproche d'avoir imposé des listes. C'est pour ça que les commissions qui vont procéder à ces votes sont constituées de suffisamment de militants jusqu'aux organes de base, puisque chaque organe de base doit désigner 5 membres. Il y a les membres du bureau de sous-section, les membres du bureau de section, il y a un certain nombre de responsables des chefs traditionnels, etc. Donc il s'agit là d'un groupe suffisamment représentatif si nous devons aller aux élections, au vote. Mais l'idéal est qu'on aille vers le consensus. Nous avons également rappelé l'urgence de mettre dans les listes les femmes, les jeunes, et des nouvelles figures. Telles sont les instructions qui nous ont été données et le plaisir a été pour nous de les répercuter. La rencontre qui a duré quelques heures a connu la participation des chefs traditionnels, des conseillers municipaux, des parlementaires et des candidats aux élections de 2020. Toujours dans ce dossier, la jeunesse réclame 30% des sièges à l'Assemblée nationale. On en parle avec vous en direct de la capitale. Arnaud Guéfac, bonsoir. Bonsoir Aimé, Catherine Moukouri, madame, monsieur, bonsoir. Avant d'y arriver, restons sur le même fil des élections législatives et municipales de février 2020. Les candidats affichent déjà leurs ambitions quant au nombre de sièges à conquérir. Les leaders des partis politiques et leurs militants avancent parfois des chiffres osés et c'est à chacun sa stratégie. Question autour du nombre de sièges espérés à l'Assemblée nationale ou dans les mairies, c'est l'intérêt de ce reportage de Brand Kamga et Luc Vondon. Une jeune formation politique, mais comme les rodés, toutes rêvent grand pour les échéances électorales à venir. Au peuple uni pour la rénovation sociale, l'objectif est clairement affiché. Nous avons lancé une opération 300 maires, 100 députés qui vise surtout à appeler toutes les forces vives et l'opposition, n'est-ce pas, à participer dans cette opération-là. Mais déjà, soyez rassurés que le PURS participera à cette élection dans plusieurs régions du Cameroun. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale est moins ambitieux, mais reste dans la même fourchette au même titre que le Social Democratic Front. Nous avons un objectif de au moins 90 députés et au moins 100 mairies. Vous doutez bien que ça nous impose de participer autant que possible, en tout cas un peu partout, si nous le pouvons. Comme toujours, on aura des candidats partout. Maintenant, nous n'obligeons pas les gens à être sur les listes. Vous savez que la situation socio-économique est terrible en ce moment. La situation politique également. À chacun son rêve et ses stratégies, même si la réalité est tout autre. Nous sommes une jeune formation politique, ce n'est pas toujours évident, mais nous sommes en train de travailler pour être présents dans les 10 régions. Le RDPC, le MRC et bien d'autres partis politiques veulent conquérir la majorité des sièges dans les mairies et à l'Assemblée nationale. La première équation reste et demeure la constitution des dossiers de candidature. Au rang des difficultés rencontrées sur le terrain par des potentiels candidats figure en bonne place le cas particulier de ceux originaires des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des problèmes relatifs aux documents à fournir dans les dossiers de candidature, l'extrait de casier judiciaire par exemple, mais aussi bien d'autres éléments qui nécessitent de braver le risque dû au climat d'insécurité. Candidature, le challenge difficile des régions anglophones. C'est un sujet de Janice Kamga et Les difficultés sont le lot quotidien des candidats aux élections locales de 2020 dans les zones stables, encore plus dans les régions à risque. Au nord et au sud-ouest Cameroun, en proie aux troubles politiques et sécuritaires,
De nombreux freins obstruent la bonne conduite de la phase préélectorale en cours. L'opposition dénonce. Certains Camerounais, originaires du nord-ouest ou du sud-ouest, qui étaient inscrits sur une liste électorale, mais qui ont dû fuir la guerre civile, le conflit au nord-ouest, au sud-ouest, et qui ne peuvent pas y être candidats, qui ne peuvent même pas aller y chercher leur extrait casier judiciaire, peuvent être attrapés ou interpellés, soit ou tués. Face à la menace ambazonienne, le SDF fait appel à des subterfuges pour faire acte de candidature. Puis vous faites comme si votre dossier est dans un sac de poulet, comme si vous vendiez du poulet. Et puis, il faut le faire à la limite en cachette. Et généralement, le maire n'est pas à la mairie, il vous donne rendez-vous quelque part. L'opposition broie du noir, tandis que le parti au pouvoir, le RDPC, la prend à contre-pied. Il y a une chose qui nous manque par moment, nous les politiciens, la bonne foi. L'extrait du casier judiciaire pour des candidats natifs des deux régions, ça se fait même ici à Yaoundé. Et même au niveau de l'ECAM, ils ont aussi pris un certain nombre de dispositions pour concentrer les mouvements afin, n'est-ce pas, d'éviter les zones qui ne sont pas encore entièrement sécurisées. Face à la crise, l'opposition accuse le coup. Elle dénonce néanmoins des solutions palliatives mercantiles teintées de corruption. Nous allons continuer à crier, nous allons continuer à nous plaindre, nous allons continuer à aussi être victimes. C'est donc sur un fond de frustration que les opérations de constitution des dossiers se poursuivent. La pression est forte, les délais raccourcissent. Et pour ce double scrutin du 9 février 2020, les jeunes disent non au musellement et revendiquent au moins un tiers de sièges à l'Assemblée nationale. Doléances portées aux responsables des partis politiques cette mi-journée à Yaoundé par le Conseil national de la jeunesse. Plus de précisions dans ce reportage de Brand Kamga et Luc Vendor. Jeunes de 0 à 35 ans constituent près de 70% de la population camerounaise. À travers le Conseil national de la jeunesse, ils demandent à avoir au moins 30% de sièges à l'Assemblée nationale. Nous nous sentons impliqués, donc c'est avec joie que nous sommes présents et que dans des jours à venir, nous serons disponibles à participer. Parce que justement, c'est cette jeunesse-là qui est l'espoir du Cameroun. Mais il faut la volonté des leaders politiques conviés à une séance d'échange ce 19 novembre au siège du Conseil de la jeunesse à Yaoundé. Certains reconnaissent la mise à l'écart ou en second plan du fer de lance de la nation, ce qui va avec des conséquences. Je crois que le président de la République a vu juste ce qu'il fallait voir. Parce que c'est justement ces frustrations-là, les jeunes sont frustrés, qui font que les autres partis politiques viennent en force. Le rêve est permis, je pense qu'ils auraient même dû demander 40%, mais bon, s'ils sont modestes, s'ils prennent seulement 30%, c'est bon. Si de nouvelles forces politiques émergent avec des jeunes, le Social Democratic Front veut montrer patte blanche en termes de prise en compte des générations. Le SDF a eu de façon répétitive depuis 96 et 97, en général, le plus jeune maire ou la plus jeune et le ou la plus jeune députée, sénatrice et sénateur. Donc, à ce niveau-là, nous nous battons aujourd'hui à nouveau pour faire entrer les jeunes sur les listes électorales. Reste que le cri des jeunes soit entendu. La publication des listes des candidats retenus pour les législatives et municipales servira de pièce à conviction. Représentativité des jeunes à l'Assemblée nationale justement et dans les conseils municipaux. Poursuivrons la réflexion avec notre invité. Bonsoir Fadimatou Iyawa. Bonsoir Arnaud. Vous êtes présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Vous êtes porteuse de ce plaidoyer émis ce jour aux leaders des partis politiques en faveur de la jeunesse. Sur quel constat fondez-vous votre action ? Alors, la campagne Notre Trianturum qui a été lancée ce jour au siège du Conseil national de la jeunesse va sur un constat qui est basé sur la population jeune. La jeunesse camerounaise représente plus de 60% de la population et cette jeunesse-là, elle doit participer activement et massivement aux instances de prise de décision. Et c'est dans ce sens-là que, pour les élections législatives et municipales, nous avons pensé mener un plaidoyer pour demander qu'il y ait au moins ce 30% de représentativité jeune pendant les élections législatives et municipales en faveur
faveur de la jeunesse camerounaise. Et la jeunesse, justement, a parfois un sens un peu polémique chez nous. Quelle jeunesse constitue votre cible, celle comprise entre 0 et 77 ans, comme on a l'habitude de le dire chez nous? Alors, selon la charte africaine de la jeunesse, l'âge jeune est de 15 à 35 ans. Mais au Cameroun, on remarque que pour pouvoir être candidat aux élections, on a cette possibilité-là qu'à partir de 23 ans. Pour pouvoir voter, on a cette possibilité qu'à partir de 20 ans. Alors, on a un plaidoyer qui est le vote éthique qui peut nous permettre de ramener l'âge du jeune pour qu'ils puissent voter à 18 ans, mais aussi de pouvoir permettre à la tranche jeunesse qui perd les 5 premières années de sa participation au processus électoral à travers son devoir citoyen qui est celui d'exercer un vote, de pouvoir participer entre l'âge de 35 à 40 ans. Alors, jeune, vous l'êtes comme beaucoup d'autres compatriotes qui revendiquent des postes de responsabilité dans les différentes sphères de prise de décision. Cette jeunesse qui demande, peut-elle? Alors oui, on a une jeunesse camerounaise responsable, une jeunesse camerounaise qui réussit à passer le bac à l'âge de 16 ans et qui peut devenir ingénieur 5 ans plus tard, qui a des responsabilités, une jeunesse camerounaise qui peut être médecin et avoir à sauver des vies. Cette jeunesse-là peut. On a une jeunesse camerounaise qui doit prendre son destin en main en étant assis au poste de prise de décision. Parce que rien de mieux que des jeunes pour pouvoir parler à d'autres jeunes justement pour éviter les dérives, pour pouvoir défendre l'intérêt de la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle nous encourageons les jeunes Camerounais à pouvoir participer massivement aux élections législatives et municipales en se présentant. Chers jeunes, osez, parce que c'est pour nous que nous avons lancé cette campagne Not Too Young to Run, parce que nous avons mené des plaidoyers à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. Et je pense que les pouvoirs politiques tels que et aussi les différents partis politiques à travers leur présence aujourd'hui pendant le lancement du Not Too Young to Run ont montré leur adhésion et leur volonté à pouvoir justement prendre la jeunesse et lui donner justement sa place, la place qu'elle mérite, parce que même dans notre code électoral, à travers l'article 151 alinéa 3, nous avons la composante sociologique qui est prise en compte. Et donc, à travers cette composante sociologique, il est temps que la jeunesse puisse se démarquer. Et donc, qui de mieux pour dire, on veut au moins ce 30% de place pour la jeunesse camerounaise pendant ce processus électoral. Merci Fadimatou Yawa d'avoir éclairé nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers téléspectateurs. Après la page politique, parlons de cet acte politique devenu comme trompeur pour certains. Le recrutement spécial de 25 000 personnes dans la fonction publique opéré entre 2011 et 2013. Savez-vous que près d'une décennie après, certaines personnes recrutées, affectées attendent toujours leur premier salaire? Incroyable pourtant vrai. C'est l'histoire de Francine Ekoumou, assistante des affaires sociales, qui travaille depuis 2013 sans salaire, tranche d'une vie de misère d'un agent de l'État dans cet élément. Dépassée par la vie, la sienne, celle d'une travailleuse au service de l'État, jamais rémunérée. 6 années pleines sans salaire. Agent de l'État recruté dans le cadre de l'opération spéciale des 25 000 en 2013. Triomphe sur le chômage d'une diplômée d'alors. Erreur, bienvenue dans l'ère de terreur. Le ministère des Affaires sociales m'a affecté à Tchouléré dans le Mayoré au nord. Donc là-bas, vraiment, ça n'a pas été du tout facile pour moi. J'avais à cette époque-là 2 enfants et les conditions n'ont vraiment pas été faciles. Parce que là, il fallait en même temps descendre de temps en temps sur Yaoundé pour venir suivre le dossier. Et en plus de ça, le transport coûte environ 50 000. Tout ça sans salaire. Tout ça sans salaire. Il fallait manger, il fallait chercher la maison, il fallait les petits besoins, tout ça là. Je n'avais pas de salaire. Même quand les primes arrivaient, mon délégué particulièrement, il ne me donnait rien parce qu'il considérait que je n'avais pas encore de matricule. Alors je n'avais droit à rien. 3 ans passés dans cet enfer septentrional, loin de son Yaoundé natal.
Premier épisode d'une carrière professionnelle, jusque-là très amère. Deuxième épisode enclenché par une connaissance, nommé directeur des affaires générales du ministère des Affaires sociales en 2016. J'ai expliqué ma situation au niveau DAG. C'est elle qui a vraiment, qui était partie sur pied, le ministre, vu ma situation. C'est elle qui a permis à ce que je puisse être affectée ici à Yaoundé. Nouveau poste, service des affaires sociales du commissariat du 6e arrondissement de Yaoundé. Le cœur de l'indigence bat encore plus fort là. 2016-2019, 3 années supplémentaires accueillit la cerf coulante de la pauvreté extrême. En plein tournage, on lui annonce que ses 2 enfants sont expulsés de l'école pour défaut de paiement de la première tranche de scolarité. Normalement, depuis fin octobre, je devrais normalement avoir fini la première tranche. Mais vu les difficultés, le travail sans salaire, sans matricule, je ne pouvais pas tout payer. Comme elle, une 50aine d'autres agents de l'État dans la même situation, regroupés au sein d'un collectif en gestation. Sur les 25 000 recrues entre 2011 et 2013, il serait plusieurs centaines jamais prises en charge par l'État. 1000 et une requête est mise au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative pour un résultat néant. Même l'instruction du Premier ministre a été bottée en touche. On est dépassé, on a eu des informations selon lesquelles les matricules auraient été vendus à 700 000. Donc nous tous comme ça, nous sommes inquiets. Mais, après les 10 ans, les 8 ans, les 9 ans, ça n'a pas été facile pour nous. Parce que beaucoup de gens nous ont vus et nous disant qu'ils pouvaient nous soutenir pour les marches dans les rues, mais nous ne voulons pas en arriver là. Contactés par notre équipe, les responsables du ministère de la fonction publique signent l'esquive. L'actualité pour eux est politique. Au diable les affaires courantes comme celle-là. Pour l'instant, Francine et ses enfants vivent avec ses parents au sous-sol de cette bâtisse. Bâtisse située au bout d'un chemin tortueux escarpé au quartier Tinga Village. La misère est sienne comme l'obscurité à la nuit. Vraiment triste. Journalisme d'émotion, journalisme d'information, c'est le fil d'Ariane des 48e assises de l'Union de la presse francophone qui se tiennent depuis ce matin à Yaoundé. Le rendez-vous mobilise plus de 400 journalistes venus de tous les pays francophones du monde ou presque, placés sous le haut patronage du président de la République Paul Biya. Le premier ministre chef du gouvernement a lancé les travaux au cours d'une cérémonie riche en couleurs. Je vous propose un extrait de Joseph Dion Gouté, sélectionné par Alain Ghislain Kanga. Nous sommes conscients de ce que l'appui financier que le pouvoir public apporte chaque année aux médias à capitaux privés demeure encore loin du seuil de résorption de leurs déficits d'exploitation respectifs. Dans un contexte où les ventes au public ne cessent de s'amenuiser et où le marché publicitaire peine encore à soutenir l'effort de production des opérateurs médiatiques, nous continuons de rechercher, de pair avec nos partenaires et la profession elle-même, des voies et moyens susceptibles d'accroître et de diversifier ces appuis, de manière à repousser aussi loin que possible les frontières de la précarité économique qui caractérisent encore la plupart des médias du secteur privé. Intéressons-nous au thème placé au centre de ces 48e assises, journalisme d'émotion, journalisme d'information. Un thème qui suscite pas mal de débats au sein de la corporation, ici comme ailleurs. On voit cela avec Alain Ghislain Kanga et Michel Foucault. Opération autopsie pour la presse francophone. Les journalistes placent le bistouri entre l'émotion et l'information. Difficile de dissocier les deux. Un journaliste, c'est d'abord une personne qui a des émotions. Donc on ne peut pas exiger d'un être humain de mettre de côté ses émotions. Néanmoins, lorsque l'on est journaliste, on est d'abord astreint à un devoir d'objectivité, un devoir d'information. La presse, étant en pleine évolution, est submergée par le web et les blogs, ce qui ouvre le champ aux tout-venants qui s'improvisent journalistes. Et à ce moment, difficile de déterminer la vraie information. Il devient de plus en plus difficile pour le public de comprendre où se trouve cette véracité de l'information, car tout est mélangé maintenant. Et de plus en plus,
dans une forme justement d'émotion qui prime sur l'information. Le journaliste se doit de donner uniquement les faits qui poussent à la réflexion et à la critique. Pour éviter que l'émotion ne prenne le dessus sur l'information, il faut ne pas prendre parti, à mon avis. C'est sortir même du cadre humain, à la limite entre guillemets. C'est-à-dire, c'est faire juste journalisme. Ce journalisme qui doit être authentique, qui doit rester authentique, qui doit être fidèle à sa vocation, qui est celle d'informer. C'est-à-dire de dire ce qui est, de dire la vérité. Celui aussi d'éduquer les populations. Celui également de divertir. C'est ça la vocation essentielle du journalisme. Le débat lancé lors de ces 48e assises passionne déjà et accourt jusqu'au 22 novembre prochain. Dans 2 jours, les chefs d'État de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale ont un rendez-vous à Yaoundé. Le club des 6 a à cœur des dossiers relatifs à l'intégration sous-régionale à la traîne. Ce soir, allons à la découverte du Gabon qui semble s'être émancipé sur la question. Gabon, exemple d'intégration, c'est un sujet de Ghislain Pierre Essonneau et Bertrand Tassé. Gabon, pays d'Afrique centrale. Sa langue officielle est le français. Elle est en partage par une population de plus de 2 millions d'habitants qui se meuvent sur près de 268 000 km². Le Gabon va avec des voisins de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, dont il s'est méfié pendant longtemps. Peu à peu, le pays a vu tomber le complexe pour embrasser la transformation industrielle. J'ai trouvé un peuple accueillant que je connais qui véritablement s'est émancipé des démons de l'envahissement, de la peur de l'envahissement. Ils ont eu le courage politique, n'est-ce pas, de décider de la transformation intégrale, n'est-ce pas, de tout ce qui est produit forestier sur place. Et cela se traduit par des points de croissance, beaucoup d'investissements, beaucoup d'emplois. Il y a 20 ans, le Gabon était un adolescent économique. À ce jour, il transforme intégralement sur place son forestier. Encadré comme elle est par des institutions républicaines, moulée dans un régime présidentiel. Son président Ali Bongo Ondimba avait été élu la première fois en octobre 2009 avant de bénéficier d'un nouveau suffrage. Tout ce qui manque maintenant, c'est que les hommes aient le courage d'utiliser toutes les compétences, n'est-ce pas, qui leur sont offertes. Et je crois que les 2 mandats d'Ali Bongo ont permis de voir en même temps ce que la jeunesse peut faire. Il y a des avancées. Et ça, c'est un témoignage vivant que je partage. Il y a des avancées, même si des efforts restent à faire au niveau de la frontière terrestre. Le Gabon a en synergie des pratiques culturelles et communautaires avec le Cameroun et la Guinée équatoriale, y compris à Libreville dans l'estuaire. Mais jusque-là, la CEMAC reste l'organisation qui vit le moins au monde l'intégration sous-régionale. Madame, Monsieur, gardez la paix sur l'information. L'actualité continue avec vous, à Douala et Catherine Moukouri. Le temps pour moi d'aller au petit coin. Bonsoir. Bonsoir Arnaud Gueffak, et on en parle justement, avoir une envie pressante de se rendre au petit coin alors qu'on est en pleine rue, sans toilette, propre à proximité. Une situation gênante qui vous est certainement déjà arrivée. Dans la ville de Douala, difficile de trouver un espace accès public pour se mettre à son aise. On est presque obligé de se retenir, une pratique pourtant dangereuse pour la santé. À l'occasion de la Journée mondiale des toilettes, ce 19 novembre, nos équipes ont fait le tour du centre-ville à la recherche de toilettes publiques. Trouver un plat de nourriture à Akwa dans la ville de Douala n'est pas la chose la plus difficile. Mais se mettre à l'aise reste une équation à plusieurs inconnus pour ceux qui ne travaillent pas dans des espaces possédant des toilettes. On est obligé de se soulager dans les petits coins obscurs, là où il y a un peu de la broussaille en ville. Se mettre à l'aise, il faut demander dans les sociétés qui sont à côté là, aux vigiles pour qu'ils puissent nous aider à nous mettre à l'aise. Parfois ça ne va pas. Faut quitter aussi là, tu vas comme le rond-point, parce que ici là, pour aller public c'est au rond-point des dos. Faut aller jusqu'au rond-point des dos ou la Kensini. Moi, quand je veux faire mes besoins, je suis obligé de prendre ma moto et rentrer chez moi pour faire mes besoins. Il n'y a pas de toilettes publiques, même pour uriner, chacun se débrouille. On se met à l'aise au trottoir. Et les toilettes là, sans les paris, il faut qu'on peut même faire les selles au sol. Chez les femmes, c'est encore plus difficile. Moi-même hier, ça m'a arrêté.
J'étais mieux d'aller me cacher derrière une voiture pour déposer. Vraiment, c'était vraiment la foutaise. Surtout nous les femmes, on souffre vraiment. Les hommes encore c'est facile, c'est maintenant debout, c'est terminé. Mais nous autres, on fait comment? Jeter un coup d'œil dans les rigoles devient risqué, car on n'est pas toujours sûr de ce qu'on va voir à l'intérieur. Les parkings servent d'urinoir pour bon nombre. Ça dégage jusqu'à ce que ce n'est pas bien, mais je suis contraint seulement, je supporte seulement parce que j'attends mon client là qui sort, on part, vraiment. La situation préoccupe au quotidien. Quand vraiment nous sommes à bout, on est obligé de supporter. Alors qu'il y a l'argent pour construire les toilettes publiques, mais où cet argent va? Ce 19 novembre est journée mondiale des toilettes. La réflexion amène à comprendre que retenir trop longtemps une envie pressante n'est pas sans risque sur la santé. Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidoumpat, prend part au siège de l'UNESCO à Paris, au Forum des ministres de la Culture des pays membres de l'UNESCO. Il se tient en marge de la 40e session de la conférence générale. Le point avec Armel Pifot et Eric Golf-Quachou. Plus de 140 ministres et hauts représentants de la culture rassemblés à Paris ce 19 novembre dans le cadre du Forum des ministres de la Culture des pays membres de l'UNESCO. L'occasion ainsi pour le Cameroun, représenté par son ministre des Arts et de la Culture Pierre Ismaël Bidoumpat, de faire le point afin de réaliser les avancées décisives sur l'impact de son ministère dans le développement. Au Cameroun, la culture est le ciment de l'unité et de l'intégration nationale. Elle est considérée par son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État qui impulse la dynamique de sa promotion, comme étant l'effort toujours renouvelé d'affirmation d'une identité culturelle synthétique, celui d'accéder à une personnalité culturelle éclectique. À l'heure où la préservation de la culture et la promotion de la diversité culturelle préoccupent plusieurs acteurs de la société civile, le ministre camerounais des Arts rassure, la culture sera toujours au cœur de l'éducation. Il a par ailleurs, lors de son exposé, mis en exergue la politique culturelle de l'État en matière de la consécration du droit à la culture et du dialogue culturel. Le Forum des ministres de la Culture des pays membres de l'UNESCO se veut ainsi recentrer la place de la culture sur le développement humain dans son intégralité. L'occasion ainsi pour le ministre camerounais de s'étendre sur les excroissances du dit secteur, entendu comme véritable clé de voûte pour définitivement asseoir la culture dans le développement et pour une plus grande harmonisation et épanouissement des populations. C'est la fin de cette édition du 19h50. J'aurai l'occasion de vous retrouver demain, même heure, mais avant, à 13h, vous retrouverez l'île Piédiou pour l'information de la mi-journée. Bonsoir à tous.